Ça fait plaisir pour les autres jours. Mais non, mais tu sais, je parle du petit poulpe là, la petite pieuvre rose là, c'est tout mignon. Ouais, t'aimes pas les animaux en plus maintenant. J'adore les animaux, T'as pas un petit chien? Non, j'ai pas de petit chien, non. Un petit chaton? Oh non, j'ai pas de petit chaton, non. Un petit serpent? Ah non, pas ça. Oh, non, pas ça. Non, Caro, pas ça. Non, Caro, on a dit non. Allez, On a dit non. J'arrive pas. Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette seconde partie au sommaire, Caroline. Les animaux de compagnie, un secteur qui ne connaît pas la crise santé, loisirs, alimentation, c'est tout comme nous. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Et puis nous retrouverons un nouvel épisode de La Petite Culotte qui nous emmène, il me semble, aux Philippines. Je crois. Oui. Voilà, on va encore voyager, voir plein de choses, bien sûr. Et vous pouvez réagir comme chaque jour avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Mais comme chaque jour, c'est la revue de presse de Marie-Jo Harig. Marie-Jo. Sans musique là. Vous commencez déjà à travailler votre accent. Voilà, c'est ça, exactement. Alors on commence avec une couleuvre, mais non, avec une couleur. Oui, avec une couleur, plutôt qu'avec un accent. C'était pour rebondir sur le sketch. Oui, l'actualité est tentée d'être un peu monochrome aujourd'hui. Beaucoup de jaunes qui d'ailleurs masquent un petit peu la vague violette, mais on va en parler quand même aussi. Alors l'opinion revient sur la casse des Champs-Élysées et pose la question « Gilets jaunes, qui paiera l'addition ?» Alors plus de 106 000 personnes manifestaient samedi au nom d'une colère sincère, nous dit le quotidien, sur plus de 1600 sites. Mais ce sont pour l'opinion les grandes victimes des casseurs du samedi, puisqu'une partie de la presse, finalement, ne retient que les dégradations sur les Champs-Élysées. Alors c'est une presse quand même qui feint un petit peu de ne pas comprendre la réaction des manifestants, alors que le média satirique Corse Machin l'analyse plutôt bien. Regardez. On ne comprend pas, on les traite de fachos-bouseux radicalisés et ils le prennent mal. Oui. Voilà, alors évidemment, Corse Machin, avec son beau montage habituel, reprend tous les codes de la chaîne d'info continue la plus controversée et nous explique tout un tas d'horreurs. Je vous laisse lire parce que là, je ne sais même pas si je peux lire ça à haute voix. C'est vraiment atroce. Mais voilà, alors ce n'est pas une raison évidemment pour pourchasser les journalistes et tenter de les tuer parce qu'il y a quand même eu des excès des deux côtés. Mais quand même, c'est vrai que voilà, il faut un petit peu faire son travail avec sérénité. Alors pour le Figaro, c'est un petit peu plus sérieux. Entre Macron et les Gilets jaunes, le bras de fer se durcit. Toujours en quête de réponse adaptée, le Figaro nous explique que le chef de l'État mise sur de nouvelles annonces pour sortir de la crise, mais n'entend pas renoncer à la hausse des taxes. Alors, c'est peut-être plus positif à la une de la Croix. Un petit peu plus joliment dit, en tout cas, au lieu de parler de bras de fer, on parle de renouer le dialogue. C'est quand même beaucoup mieux, voyez. Voilà, le président donc de la République va s'exprimer demain avec l'objectif de réduire la fracture entre une partie des Français et le gouvernement. Mais comme le faisait remarquer Patrice Roméden ce matin sur France Info, 23 ans après la campagne de Chirac qui quand même s'appliquait à parler de la fracture sociale et de la réduction de la fracture sociale, revoilà cette fracture qui revient. Et en plus, non seulement elle réapparaît, mais on se rend compte qu'elle s'est étendue à beaucoup plus encore de classes sociales. Elle redevient donc un argument de campagne. Tout à fait. Chacun y va de ses suggestions. Laurent Berger, par exemple, le patron de la CFDT, se livre dans Le Parisien et propose ses pistes pour débloquer la situation. Il faut des mesures concrètes, dit-il. Ouais, bon, ça, c'était. Ouais. Mais notamment pour rendre cette taxe de carburant, s'il faut la maintenir, au moins $1 pour les Français. Et le journal du dimanche s'intéresse aussi à ces mesures en titrant « Macron va bouger ». Alors le JDD détaille. Face à la fronde, les mesures écologiques qu'il est prêt à différer, un plan pour les transports urbains et une grande consultation sur la transition énergétique. En tout cas, il a l'air à l'écoute sur cette faute. On dirait que Philippe Padiel. C'est vrai. Oui, il a l'air à l'écoute. Et je reviens encore à notre quotidien, enfin quotidien, pas quotidien, notre média satirique Corse Machin, pour qui le dialogue, par contre, n'est pas du tout renoué. Regardez, ils arrivent, chef, ils arrivent, qu'ils viennent me chercher. Voilà. Là, c'est pas du dialogue et c'est pas aussi serein que la une du JDD. Non. Pour les Échos, le bilan économique des Gilets jaunes est déjà lourd, mais on préfère consacrer son grand titre en tout cas au Brexit avec cet accord de divorce entre Londres et Bruxelles. Ça commence à fonctionner entre Londres et l'Europe. En interne, c'est toujours pas gagné. C'est aussi le choix que va faire Libération avec, vous voyez, un énorme
Un petit peu de gilet jaune, bien entendu, ça c'est sûr, avec Castaner à l'épreuve du feu, parce que c'est vrai que c'est sa première grande révolution. Mais voyez, il y a aussi cette une sur le Brexit. Alors on a quand même, on trouve que Libé est quand même très esthétique parce que elle est un peu en gilet jaune finalement, Mathilde. Theresa May, elle est quand même un peu en gilet jaune. Donc voilà, see you soon. Et voilà cette troisième partie de une qui est intéressante parce que vous savez que Libé souvent c'est un titre. Hein. Et là, voilà, nous toutes, une vague violette contre les violences sexuelles. On voit aussi la page intérieure de Libé. Il y avait samedi aussi cette marche qui a réuni 12 000 manifestantes à Paris et qui était vraiment une marche là par contre festive. Et les femmes qui manifestaient, avec les hommes bien entendu, il n'y avait pas que des femmes, ont expliqué que c'était notre moment à nous toutes. C'est une information qui est aussi reprise en page intérieure du JDD avec la rue est à nous toutes et un hashtag justement nous toutes, les femmes qui demandent finalement de se sentir simplement en sécurité dans l'espace public. Je vous l'ai pas dit, c'était donc la marche en fait, je vous l'ai pas dit, c'était la marche contre les violences sexistes et sexuelles. Voilà, parce que souvent on fait un petit peu des résumés. Heureusement cette marche-là, eh bien évidemment, elle n'a pas été polluée par les casseurs, mais c'est vrai que quand on parle de non-violence justement et de respect des êtres humains, ça aurait été de très mauvais goût. Voilà pour aujourd'hui. Merci Marie-Jo. En jaune et violet. Beaucoup Marie-Jo. On se retrouve pour le débat avec les nouveaux animaux de compagnie qui ne sont pas si nouveaux d'ailleurs maintenant. Pas si nouveaux que ça. Ouais. Mais toujours un peu intriguant parfois. Oui, toujours. À tout à l'heure Marie-Jo. Allez, je vous propose maintenant de prendre un petit peu le soleil avec Vinci et sa petite culotte. On regarde. Dans cette vidéo, il faut vraiment que je vous parle d'un truc. Mon nez, il est pas si grand que ça. Non, sérieux, hier je suis sorti et il y a une fille qui est arrivée, qui m'a parlé et elle s'est moquée de moi. Elle disait que mon nez était grand. Mais elle le pensait vraiment. Je suis au bout du rouleau là. J'ai cherché le plus bel endroit que j'ai trouvé sur internet des Philippines. Je vais y aller parce qu'il faut vraiment, vraiment que je me ressource. Je ne suis pas qu'un bébé. Je ne suis pas qu'un bébé. Guys, look at this! Autant vous dire qu'une fois arrivé dans cet endroit, le nez, j'y pensais plus du tout. Et comme j'étais content, eh ben, j'ai fait la fête. Et j'ai sauté. Mais on voyait pas le fond. À ce moment-là, je n'avais plus qu'une seule envie, c'était de mourir. Et pourtant... j'ai continué. Et regardez ce qui est arrivé. Che bello gullo che la Cattarinetta, una trombuga s'amminisce, e la ciagricchi a caccavicia, e per un cigo, Cattarinetta ere, Cattarinetta so, Cattarinetta ere, Cattarinetta so. Je viens de réaliser la longueur du nez, la couleur de peau, le poids, la taille. Mais on s'en fout. Voilà, jolie leçon. Oh là là. Merci beaucoup, Vinci. Allez, il est 12h34, c'est l'heure du débat de Vianov. Installez-vous, installez-vous. Alors, près d'un foyer sur deux posséderait un animal domestique. D'ailleurs, plus question de parler de domesticité ou de domestication.
il ne s'agirait pas de les froisser. Nos compagnons sont des êtres vivants dotés de sensibilité. C'est le Code civil qui le dit depuis février 2015. Alors santé, loisirs, alimentation, le secteur des animaux de compagnie ne connaît pas la crise. Et pour en parler, nous accueillons Aymeric Bénard, vétérinaire. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Stéphanie Biondini. Bonjour. Vous avez une boutique à Ajaccio d'accessoires pour chiens et chats, enfin pour animaux de compagnie, on va dire. Absolument. Oui. Voilà. Et Camille Labarre, employée dans une animalerie. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y aurait plus de 60 millions d'animaux de compagnie en France, ce qui la place parmi les pays européens les plus accueillants pour ces petites bêtes. Plus précisément, on compterait près de 30 millions d'oiseaux, 13 millions de chats, 7 millions de chiens et 6 millions... alors, pardonnez-moi, c'est 30 millions de poissons et 6 millions d'oiseaux. Alors, ça fait un peu beaucoup. Voilà, c'est quand même un peu plus discret, les poissons. Alors, docteur Bénard, comment explique-t-on ce lien affectif, cette passion française pour les animaux de compagnie, de manière générale ? Globalement, il y a une antériorité déjà sur la possession d'animaux, avec une possession d'animaux au départ qui était là pour rendre des services, et puis de plus en plus, l'animal de compagnie s'est vraiment rapproché. L'animal domestique est devenu de compagnie et s'est rapproché de la famille, et maintenant c'est un membre à part entière de la famille, avec un développement quand même notable de la population féline, notamment, ces dernières années. Les chats, hein. Oui, les chats. Non, oui. on est bien d'accord. Pas de tigre, non, pas encore. Que ce soit bien. Camille, vous travaillez, vous, dans une animalerie? Grosse ambiance aujourd'hui. C'est le poulpe. C'est ça, c'est l'histoire du poulpe. Vous travaillez dans une animalerie. Est-ce que vous avez pu constater également cet engouement? Est-ce que vos clients recherchent plus qu'un animal quand ils viennent choisir leur futur compagnon? Oui, tout à fait. Je rejoins Aymeric sur ce point-là. C'est vrai que c'est comme leur bébé, ou c'est vraiment un membre de la famille à part entière. Et ils font tout pour de plus en plus les mettre comme leurs enfants, en fait. Tout leur offrir. Et on le voit particulièrement au moment des fêtes. On va en reparler. Alors, en 2017, le secteur représentait en France 5 milliards de dollars, 110 milliards dans le monde. Un chiffre qui est en constante augmentation. De manière générale, on estime qu'un propriétaire dépense entre 600 et 800 euros par an pour son chat et de 800 à 1000 euros par an pour son chien, au minimum, et sans le prix d'achat de la bête. Alors, Aymeric, est-ce que les animaux sont désormais des signes extérieurs de richesse ? Dans certains cas, oui, en fonction des races de chiens ou de chats d'ailleurs choisis. Certains chats sont très... Déjà, un chat de race est beaucoup plus coûteux qu'un chien de race, globalement. Et en fonction des races, il y a des prix qui sont très variables. Oui. Et ça dépend directement des modes, avec des races qui sont plus ou moins à la mode. Plus ou moins tendance. Alors, plus ou moins tendance, oui. Peut-être, Camille, qu'est-ce qui est tendance en ce moment chez les chiens et les chats comme race ? Ça va être tout ce qui est Spitz nain, Chihuahua, qui est toujours très à la mode. Plusieurs centaines d'euros, enfin presque, à peu près quoi? C'est le prix moyen d'un Chihuahua, c'est quoi? C'est 1000 euros à peu près? Ça peut monter jusqu'à 1500 facilement. Après, ça dépend de... D'accord. Donc le Chihuahua, on est d'accord, c'est le tout petit. C'est là, le tout qui fait petit. que trembler. C'est ça. C'est celui-là, d'accord. Et au niveau des chats, ça va être la mode du Maine Coon, beaucoup. Qui est très grand, lui, par magnifique. contre. Hein. Ouais. Ouais. Et après... surtout le Chihuahua et le Spitz, oui. Les Bulldogs français aussi, ça commence. Beaucoup de Bulldogs français en ce moment, tout comme les Cavaliers King Charles. C'est des petites tendances du moment. Et après, il y a des best-sellers, je suppose, comme pour tout. Stéphanie, quel est le prix du panier moyen dans votre boutique? Est-ce qu'on gâte beaucoup ces animaux, ces compagnons à poil? Alors, j'ai envie de dire que oui, puisqu'on est vraiment dans un achat plaisir. On se fait, on rentre dans la boutique et comme on a enfin ces petits compagnons qu'on a envie de gâter, qu'on a envie de choyer. Et c'est vrai que on regarde pas vraiment en dépensant pour eux, oui. Donc on est à peu près dans un prix moyen. Bon, en moyenne, on est sur une trentaine d'euros. Après, ça peut aller jusqu'à de très jolies sommes pour des sacs de transport. On est toujours dans des produits qui sont indispensables à la vie. Alors il y a les produits.
Pardon, un beau petit couchage, un beau petit sac de transport. C'est vrai qu'après, selon les produits, selon les matériaux, les marques, parce qu'aujourd'hui on parle quand même de marques, même dans cet univers, et ça peut aller, oui, à des sommes assez folles. Alors, il s'agit là de dépenses, on va dire, de loisirs, de plaisir. Mais s'agissant des dépenses de santé, Aymeric, est-ce que vous conseillez à vos patients, en tout cas les propriétaires de vos patients, de prendre une assurance ? Alors on va s'orienter sur des mutuelles. Oui. Ce sont des mutuelles avec des couvertures qui sont variables. Notamment les points vraiment à vérifier, c'est la période de carence, c'est-à-dire le délai à partir duquel le chien va être pris en charge réellement par l'assurance, le plafond de remboursement sur l'année, et qu'est-ce qui est pris en charge réellement. Est-ce que ce ne sont que les accidents, la maladie, voire des opérations de prévention également. Tout ça, c'est vraiment ce qui va déterminer le prix mensuel à payer auprès de l'assurance. Avec, c'est un peu comme les forfaits portables. Il faut vraiment faire le point au moment où on souscrit, puisqu'en fonction des besoins d'une part et puis des offres d'autre part, il y a deux, trois assurances, je vais dire, qui proposent ce type de service. Et en fonction des périodes, c'est plutôt l'une que l'autre qui est avantageuse. Et est-ce qu'il y a des espèces plus sensibles que d'autres ? Je suppose que oui. Oui, alors évidemment plus c'est petit, plus c'est sensible, non ? Pas forcément. Après, c'est déjà ça dépend du climat, peut-être. En partie, oui. Surtout de l'environnement. Surtout sur des problèmes d'allergie, de peau, de choses comme ça. Mais en tout état de cause, un chien qui n'est pas de race, globalement, est moins fragile qu'un chien de race, surtout s'il est fortement typé. Certaines races sont prédisposées à certaines maladies. Le fait d'être de race, le critère, la définition d'un chien de race, c'est un chien qui est inscrit au LOF, c'est-à-dire que c'est le livre des origines françaises, qui est reconnu et qui est tenu par la Société centrale canine. Et après, il y a les chiens de type, c'est-à-dire que c'est un chien qui se rapproche de la race sans pour autant être inscrit à ce LOF, mais qui sera tout aussi joyeux et tout aussi qui remplira sa fonction vaillant, parfaitement. En tout cas. Bien sûr. Et est-ce que vous validez, en tant que professionnel de santé, professionnel vétérinaire, toutes les professions para-vétérinaires ou para-animalières qui se développent, les ostéopathes, les comportementalistes, les psychologues? Est-ce que ça a une valeur scientifique? Ou est-ce qu'on n'a pas encore assez de recul pour le savoir? Il y a relativement peu de recul sur l'ostéopathie. Il y a un petit peu plus de recul. Ça fait maintenant quand même plusieurs années que ça existe. Pour toutes ces professions qui sont vraiment en plein boom, en plein développement, il y a une réflexion qui est en cours sur justement éventuellement le besoin de cadrer peut-être par réglementation, par loi, toutes ces professions pour savoir... Ce qui n'est pas encore le cas. Ce qui n'est pas vraiment le cas encore. Voilà, donc ce qui fait qu'on a une offre qui dépend directement de la demande un petit peu, sans avoir vraiment de cadrage clair. Camille, est-ce que les services, de la même manière, de l'animalerie ont évolué par rapport aux demandes des clients, par rapport au type d'animaux proposés? Oui, tout à fait. Maintenant, on fait le toilettage. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent, qui demandent pour faire toiletter leur chien, que ça soit des petits chihuahuas ou même un labrador. Les gens, une fois par mois, emmènent leur chien au toilettage, de plus en plus d'ailleurs, et même en hiver. C'est de plus en plus fréquent. Donc ce service-là, il est en plein essor partout en France, je pense. Et c'est beaucoup encadré. C'est vrai que là, on est aussi là aussi, il y a une carence d'information, de reconnaissance de diplôme, de choses comme ça. Oui. C'est pas tellement clair. Pour le propriétaire de chien ou de chat d'ailleurs. Et par rapport au secteur de l'alimentation, là aussi, qui représente plusieurs milliards en France, plusieurs milliards d'euros en France. Est-ce qu'on peut faire confiance à toutes ces nouvelles, alors je vais dire n'importe quoi, croquettes, paillettes, bio, bonbons, confiseries, enfin la gamme est absolument gigantesque, ou est-ce qu'on reste simple et efficace? Alors, faut vraiment, ce que je dis à chaque fois aux clients, c'est du cas par cas. Là, en ce moment, c'était la mode du sans céréales qui a fait beaucoup parler d'elle, que ce soit à la télé ou dans les médias.
Et faut vraiment prendre le chien au cas par cas et en fonction adapter son alimentation. Un chien qui a toujours mangé des céréales, du jour au lendemain, si on lui enlève ces céréales-là, il va pas digérer correctement et ça va peut-être bloquer sur ce point-là. Donc voilà, c'est du cas par cas, il faut s'adapter à chaque chien ou chaque animal. Le berger allemand, par exemple, n'a pas la même nourriture que le chihuahua. Ah, c'est sûr. Je ne parle pas de quantité, hein, oui. Ça on est sûr. Mais même par rapport à la taille des croquettes, le berger allemand, oui, il aura besoin d'une plus grosse croquette que le chihuahua. D'accord. J'aimerais qu'on regarde une photo d'un chat, le chat le plus cher du monde, s'il vous plaît. Voilà. Il est beau. Alors, c'est un chat Ashera. Il a coûté 125 000 $. Hein, et c'est un croisement entre un chat serval africain et un chat domestique. Il est génétiquement modifié pour neutraliser les réactions allergiques. Aymeric, on constate ce genre de croisement, de manipulation génétique. Est-ce qu'on joue pas un petit peu aux apprentis sorciers avec les animaux de compagnie, là ? Pour le coup, oui, il est clair que là, ça pose problème. Enfin, ça pose problème. Pas la personne qui le vend, manifestement. À ce prix-là, oui, c'est clair. Mais c'est quand même limite en termes de développement et en termes d'utilisation de la science, pour l'instant en tout cas. Avec les connaissances qu'on a et le recul qu'on a sur ce type de manipulation. Alors, on ne sait pas si toutes ces innovations sont efficaces sur les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie. Alors, Marie-Jo, qui va nous rejoindre, sont-ils toujours tendance? J'espère que non. On teste ça, moi. Oh, mais il n'y a pas que... Oui, donc les NAC, effectivement, sont les nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire en gros un peu tous les animaux en dehors du chat et du chien qui sont loin d'être nouveaux. Mais c'est vrai que sur certains sites, on nous dit aussi qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les poissons, les oiseaux, les lapins, les hamsters, les cochons d'Inde ou même le furet qui a été domestiqué il y a plus de 2000 ans par l'homme, on ne peut pas vraiment faire entrer ça dans les NAC. Alors, parmi les nouveaux animaux de compagnie, on intègre les amphibiens, les reptiles, les migales, bien que du coup le qualificatif quand même de compagnie soit un petit peu étonnant parce que ce sont des animaux qui sont souvent indépendants, voire carrément indifférents. Donc, compagnie, on ne sait pas pourquoi. Alors pour vous, Florian, parce que vous appréciez les serpents, il est conseillé de commencer par le python royal. J'en ai trouvé un, regardez, en forme de cœur, il est pour vous. Il vous dit adopte-moi, adopte-moi. Même pas comme ça. Oh là là, quelle horreur. Mais Florian, écoutez, son caractère calme et docile ne doit pas vous faire oublier que ce n'est pas une peluche. Hein, on ne dort pas avec son python. Non, d'accord. Non, surtout qu'apparemment, il vous mesure pour mieux vous bouffer. Donc, pareil. Oui. Donc on le laisse, si on a un python, dans un terrarium d'une taille assez importante avec un tapis chauffant. On ne l'embête pas. Donc voilà, c'est pour ça que compagnie, pas compagnie, ça se discute. Mais il me dit des bêtises. Cela étant, il faut effectivement y faire attention si vraiment vous en adoptez un jour. Non, jamais. Parce que finalement, les propriétaires adoptent ce type d'animal sans savoir comment les soigner. Et il se trouve que 75% meurent dans les 12 mois qui suivent leur adoption. Voilà. Des reptiles, en tout cas. Souvent des défauts de conditions d'hébergement. D'hébergement, parce que là, il faut vraiment quelque chose d'adapté et de réchauffer. Alors, je ne vais pas parler des migales, parce que là, c'est moi que ça dérange, et j'ai plus d'égard pour moi que pour vous l'avez compris. Oui. En revanche, dans les NAC actuellement, il y a plusieurs animaux qui ont la cote, et entre autres, il y a le chinchilla, qui est donc un petit rongeur nocturne, qui est célèbre pour sa fourrure. Vous savez, ça lui donne des airs de peluche, donc on l'adore. C'est un animal qui fait un petit manchon. Oui, voilà. Quelle horreur, quelle horreur. Non, c'est pas bien. Oui, ça fait 25 à 30 cm, c'est à peu près idéal. Et il vit jusqu'à 10 ou 15 ans. Mais il a un petit souci, hein, j'ai dit tout à l'heure, c'est un rongeur nocturne. Donc voilà, on va perturber sa vie avec nos enfants à la maison. Et en revanche, la nuit, c'est lui qui va faire un petit peu de raffut et ça va pas être très très bien. Il y a l'octodon aussi qui est un petit rongeur diurne, lui. Donc c'est très bien, il est tout mignon, mais il ne vit pas plus de 6 ans en captivité. Alors préparez-vous à pleurer souvent. Hein. 6 ans, ça passe très vite avec un animal qu'on aime. Surtout qu'il est très sociable, qu'on peut l'apprivoiser très très aisément et que lui peut vivre dans une cage d'un cochon d'Inde ou d'un hamster avec quelques branchages. Donc voilà, les enfants vont s'y attacher et il va mourir. C'est affreux. Non mais je suis très nac. Il y a aussi l'écureuil de Corée qui est un rongeur diurne aussi qui vit 10 à 12 ans, donc un petit peu plus longtemps. C'est un grimpeur hors pair. Il mesure environ 25 cm. Donc lui, il n'est pas très facile à apprivoiser. Puis dès que vous ouvrirez la cage, il s'échappera. Voilà, bon entendeur. Toute la maison. Exactement, bon entendeur, salut. Et enfin, le phalangère volant, qui est un petit marsupial très mignon, originaire de Nouvelle-Guinée, d'Australie ou d'Indonésie, qui ne dépasse pas les 30 cm de long et qui pèse 90 à 150 grammes.
Parce qu'en fait, il se déploie, vous savez, il vole, il plane. C'est celui qui plane, voilà. Du coup, avec lui, oubliez la cage, hein, c'est une volière. Puisqu'il lui faut de la place. Il déteste la solitude, il va souffrir beaucoup, donc c'est 2 ou 3. Ouais. Et donc réfléchissez bien, vous avez 15 ans de captivité au moins avec lui. D'accord. Merci beaucoup Marie-Jo, et au moins on sait quoi vous offrir pour Noël. Tout à fait. Non, moi j'aime beaucoup les animaux. Pour vous aussi, là, le petit rongeur là. La petite migale pour moi. Voilà. Non, ce sont quand même des êtres vivants et sensibles, hein. Faut pas l'oublier. Non, bien sûr. Émeric, évidemment, il y a beaucoup de parents qui nous regardent et qui se demandent oh là là, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un petit chat ou un petit chien, ou d'offrir un petit chat, un petit chien à nos enfants pour Noël. Qu'est-ce qu'on dit? Un conseil, le conseil. Alors le conseil, c'est avant tout un engagement, et c'est un engagement de la famille complète. Pas que de l'enfant, qui va évidemment vouloir le petit chiot, mais qui derrière aura peut-être du mal à assumer par la suite. Donc il faut que les parents soient prêts également à assumer au niveau temps, au niveau implication, sur l'éducation et bien sûr au niveau financier. Est-ce qu'on privilégie les animaux d'un refuge ? Alors ça fait partie des possibilités. Il y a bien sûr les animaux en refuge. Si on souhaite un animal particulier, et on parlait de signes extérieurs de richesse tout à l'heure, ça fait trouver un chihuahua en refuge, c'est pas fréquent. Non. Donc si on veut impérativement un chihuahua parce que la forme nous plaît, le caractère nous plaît, à un moment donné il faudra plutôt l'acheter que d'attendre qu'il y en ait un dans un refuge. Et Stéphanie, très rapidement, vous avez apporté une petite sélection d'objets insolites pour nos chers voilà, pour les compagnons. Voilà, une petite sélection pour les fêtes avec bien sûr le traditionnel si vous pouvez montrer, voilà. Pardon, le traditionnel petit manteau de Noël. Hein, donc en petite taille, mais aussi pour les grands. Ça existe vraiment pour tout le monde. Et alors, pardonnez-moi, mais la petite bouteille de champagne. Voilà. Donc ça, c'est du champagne. Du champagne. Dédié à nos petits compagnons. Voilà. Ça se boit? Absolument. C'est à base de jus de pomme bio, donc c'est très naturel. Et voilà, je pense que vous ne direz pas le contraire. Ils pourront exceptionnellement s'octroyer une petite coupe de... Une coupe de champagne. Voilà, une petite coupe de champagne. D'accord, c'est bien. De champagne, c'est bien. Ben oui, c'est très chic. Bon, ben merci beaucoup à vous trois. C'était très sympa. Bon, n'oubliez pas aussi que vous pouvez, comme on disait, vous pouvez adopter, notamment au refuge Kaldanic. Il y a plein d'animaux qui n'attendent que ça. Allez, on se retrouve en troisième partie de Vianove et puis on va parler du festival du film britannique qui aura lieu à Ajaccio. À tout de suite. À tout de suite. Merci.